Je n'aurais jamais cru être le genre de mère capable de bafouer la loi, mais quand on retrouve sa fille dans l'état où j'ai trouvé la mienne, la loi commence à ressembler davantage à une simple suggestion qu'à une règle absolue. Je m'appelle Aurélie et je travaille sur des plateformes pétrolières offshore dans l'Atlantique Nord. C'est un travail brutal, 2 semaines en mer suivies de 2 semaines à terre, mais le salaire est excellent et cela me permettait de voir ma fille Léa régulièrement après mon divorce. Elle a 9 ans. Elle adore la danse classique et possède un petit hamster nommé Nougat qu'elle transporte partout comme si c'était son meilleur ami. Mon ex-mari, Nicolas, s'est remarié il y a environ 8 mois avec un certain Damien Roche, un coach sportif et influenceur fitness, le genre de personne dont le compte Instagram donne l'impression que sa vie est parfaite. J'ai eu des doutes sur lui dès le début, quelque chose dans sa façon de sourire à Léa sans jamais vraiment la regarder dans les yeux me dérangeait, mais Nicolas semblait heureux et Léa disait qu'il était gentil. Alors je me suis tue, et ce fut ma première erreur. C'était censé être le week-end de Nicolas avec Léa pour le pont de la Pentecôte, du vendredi au lundi, et je devais rester sur la plateforme jusqu'au mercredi suivant, mais une tempête dans le golfe de Gascogne est arrivée plus vite que prévu. Les gardes-côtes ont ordonné l'évacuation le lundi matin à 4 heures, à 6 heures j'étais dans un hélicoptère en direction de la côte et à 7 heures je traversais Bordeaux dans ma camionnette, épuisée mais soulagée de retrouver la terre ferme. Je me suis dit que j'allais faire une surprise à Léa, peut-être l'emmener manger des crêpes avant que la garde de Nicolas ne se termine officiellement à midi, alors je me suis garée devant leur maison dans une résidence sécurisée. Un de ces endroits aux pelouses impeccables et aux voisins porteurs de jugement. Le SUV de Nicolas était dans l'allée, tout comme la voiture de sport de Damien, mais quand j'ai frappé à la porte, personne n'a répondu. J'ai frappé plus fort, toujours rien, et ma poitrine a commencé à se serrer. Je suis passée par le portillon latéral en appelant Nicolas et Léa, mais le silence de cette matinée déjà chaude de juin semblait lourd et anormal. C'est alors que j'ai entendu un gémissement si faible que j'ai failli le manquer, des pleurs venant de la cabane de jardin au fond de la pelouse. J'ai couru vers cet abri en métal où il rangeait le matériel de jardinage et les produits de la piscine, la porte était verrouillée par un cadenas et les pleurs sont devenus plus forts à mon approche. « Léa, c'est toi ?» ai-je demandé en collant mon oreille contre le métal brûlant, et sa petite voix brisée m'a répondu, « Maman, c'est vraiment toi ?» Quelque chose a craqué en moi, sans réfléchir, j'ai saisi une pelle qui traînait contre la clôture et j'ai frappé le cadenas jusqu'à ce qu'il cède. En ouvrant la porte, l'odeur m'a frappé en premier, l'urine, la sueur et la peur. Léa était recroquevillée dans un coin sur le sol en béton, sans couverture ni matelas, avec seulement un seau dans le coin opposé qui lui servait de toilette. Ses lèvres étaient gercées et saignaient, ses vêtements étaient immondes et elle tremblait alors qu'il devait faire au moins 35 degrés là-dedans. Je l'ai prise dans mes bras et elle s'est agrippée à moi comme si j'étais la seule chose réelle au monde. Depuis combien de temps, ai-je réussi à demander, et elle a chuchoté contre mon cou, depuis vendredi soir, Damien a dit que je manquais de respect parce que je n'avais pas fini mes légumes. Il a dit que les menteurs et les garnements vivent comme des animaux jusqu'à ce qu'ils apprennent la leçon. Vendredi soir. Nous étions lundi matin, cela faisait 72 heures. De l'eau, a-t-elle croassé. J'ai porté Léa dans la maison en défonçant la porte arrière d'un coup de pied, Nicolas était écroulé sur le canapé avec une bouteille de vin vide sur la table basse, tandis que Damien descendait l'escalier en tenue de sport, l'air agacé. Me demandant ce que je foutais là comme si j'étais le problème. J'ai installé Léa sur une chaise de cuisine pour lui donner un verre d'eau qu'elle a bu si vite qu'elle s'est étouffée, puis j'ai ordonné à Damien d'appeler la police d'une voix mortellement calme. Il a ricané en disant qu'elle allait bien et qu'elle avait juste besoin de discipline, mais c'est là que Nicolas s'est réveillé, en nous voyant, le sang a quitté son visage, révélant non pas de la surprise, mais de la culpabilité. « Tu savais ?» ai-je dit, et il n'a pas pu soutenir mon regard. J'ai appelé le 17 moi-même pendant que Léa enchaînait les verres d'eau, et j'ai remarqué les marques sur ses poignets là où elle avait tenté de sortir. La police est arrivée en 8 minutes, suivie des pompiers qui ont emmené Léa au CHU pendant que 2 agents restaient pour interroger les hommes. Dans l'ambulance, Léa m'a dit doucement que Nougat ne se réveillait plus, mon sang s'est glacé lorsqu'elle m'a expliqué que Damien l'avait mis dans le garage vendredi parce qu'il faisait trop de bruit. À l'hôpital, le pédiatre a diagnostiqué une déshydratation sévère, une malnutrition légère et un traumatisme psychologique profond. Pendant que Léa dormait,
je suis retournée à la maison où la police photographiait encore la cabane, je suis allée dans le garage et j'ai trouvé la cage de nougat en plein soleil, le hamster était mort depuis au moins 2 jours, le biberon d'eau vide. Damien a été arrêté l'après-midi même, mais pas Nicolas, car apparemment, dans le système juridique français, être au courant d'une maltraitance sans y participer directement est parfois plus complexe à poursuivre. Damien a été placé sous contrôle judiciaire après avoir payé une caution de 50 000 €, et je l'ai vu sortir du tribunal avec un sourire suffisant, comme s'il venait de gagner un match. Ma fille avait passé 3 jours dans une boîte en métal et lui n'avait passé que 3 heures en cellule. Malgré une ordonnance de protection, il continuait d'envoyer des messages à Nicolas pour dire qu'il s'agissait d'un malentendu. Léa a commencé une thérapie avec le docteur Amina Traoré, une spécialiste du traumatisme, mais je voyais bien qu'elle ne se sentait plus en sécurité nulle part. Le procès était prévu dans 6 mois et on parlait déjà d'un accord pour du sursis et des travaux d'intérêt général pour ce monstre. J'ai commencé à faire des cauchemars sur cette cabane, me réveillant à 3 heures du matin pour aller frapper dans un sac de frappe jusqu'à ce que mes mains saignent. Un soir, j'ai trouvé sur les réseaux sociaux de Damien une citation cryptique sur la vérité qui finit par triompher, et les commentaires de ses abonnés le soutenaient, me faisant passer pour une ex-femme hystérique. C'est là que j'ai commencé à planifier ma vengeance. Je voulais qu'il ressente ce que Léa avait ressenti. Pendant 2 semaines, j'ai surveillé son emploi du temps, il travaillait dans une salle de sport chic du centre-ville de Bordeaux et en sortait tard le vendredi soir. J'ai emprunté un fourgon à mon ami Rémi, qui travaille dans le bâtiment, et le vendredi suivant, j'ai attendu Damien dans le parking souterrain de la salle de sport. Quand il est apparu, seul, je suis sortie du véhicule. Il a immédiatement été sur la défensive, invoquant l'ordonnance de protection, mais je me suis approchée et je lui ai demandé s'il savait ce que l'on ressentait quand on est enfermé dans une boîte pendant 72 heures. Il a bafouillé que c'était un accident, qu'il avait perdu la notion du temps, et a même osé dire que les enfants d'aujourd'hui étaient trop fragiles. J'ai sorti mon pistolet à impulsion électrique et je lui ai dit « Tu dois 72 heures à Léa ». Il a essayé de s'enfuir, mais mon travail sur les plateformes me maintient en forme, je l'ai rattrapé et neutralisé. Je l'ai traîné dans le fourgon, ligoté et bâillonné, puis j'ai conduit jusqu'à un chantier de Rémi dans la zone industrielle où se trouvait un conteneur d'expédition maritime de 6 mètres. J'ai jeté à l'intérieur un seau, un bidon d'eau à peine rempli et une barre protéinée, soit plus que ce qu'il avait donné à ma fille. Quand je l'ai poussé à l'intérieur, ses yeux étaient dilatés par la terreur. 72 heures, ça commence maintenant, ai-je dit avant de refermer la lourde porte en métal avec ce même bruit sinistre que Léa avait dû entendre. Pendant 3 jours, je suis revenue chaque heure pour lui parler à travers les vents de ventilation. À la 12e heure, je lui ai raconté comment Léa pleurait pour avoir de l'eau alors que ses lèvres craquaient. À la 24e heure, quand il a cessé de frapper contre les parois, je lui ai décrit comment sa fille avait essayé de défoncer la porte avant de perdre espoir. À la 48e heure, il me suppliait, promettant de plaider coupable, mais je lui ai parlé des hallucinations de Léa dues à la déshydratation. À la 72e heure, quand j'ai enfin ouvert la porte, Damien n'était plus le même homme, il était prostré, incapable de tenir debout, les yeux vides, s'étant souillé et ayant renoncé à toute dignité. J'avais laissé mon téléphone dans le conteneur depuis la 70e heure avec l'application d'enregistrement vocal activée, et j'avais maintenant 72 heures de ses aveux, de ses cris de culpabilité et de ses supplications où il admettait tout ce qu'il avait fait. Je l'ai laissé là, sur le sol de la zone industrielle, et je suis parti porter l'enregistrement à la police, sachant que j'irais peut-être en prison, mais que Damien Roche ne s'approcherait plus jamais de ma fille.